Merci, Monsieur le Président. Bon, merci aux courageux qui restent aussi tard. Rassurez-vous, on ne fera pas une heure de topo encore. Alors, effectivement, après avoir commencé à implanter des défibrillateurs pour sauver les malades de fibrillation ventriculaire, avec tous les problèmes que nous avons eu ces dernières années, en particulier les recalls au niveau des sondes qui se cassent et des chocs inappropriés, et bien maintenant, on veut surtout que l'appareil ne choque pas. Quand on regarde un petit peu dans ces publications de revues de la littérature, le nombre de chocs appropriés et inappropriés, dans les études de prévention primaire, vous voyez qu'il y a à peu près 10 à 20% de chocs inappropriés et à peu près 20% de chocs appropriés. Alors que dans les préventions secondaires, comme dans AVID, il y a jusqu'à 60% de chocs appropriés, et toujours pareil, des chocs inappropriés. On va voir un petit peu à quoi c'est dû ces chocs inappropriés des défibrillateurs. Dans cette étude de InSync, vous voyez là le nombre de chocs inappropriés cette fois-ci, et le pourcentage en fonction de la cause. Vous voyez que la tachycardie sinusale, et ça c'est étonnant, 47% des chocs inappropriés sont dus à des tachycardies sinusales, 29% à des tachycardies atriales, 15% à des fibrillations atriales et puis des mauvaises détections comme les ondes T en particulier. Alors j'avoue que ça m'a étonné un petit peu la tachycardie sinusale, mais en fait c'est probablement lié au fait que les Américains en particulier programmaient des zones de tachycardie très, très basses. Or nous ça fait longtemps qu'en France on programme des zones de TV à partir de 180 par minute et en particulier après les zones de FV à partir de 220 voire 230 par minute pour éviter ces chocs inappropriés, en particulier chez les jeunes qui peuvent avoir des accélérations de leur rythme cardiaque bien sûr spontanément. Et dans cette étude donc MADIT, les chocs inappropriés, là aussi dans la majorité des cas c'est des troubles du rythme auriculaire et supraventriculaire, et puis dans certains cas des détections anormales. Donc ça peut être soit des détections électriques, soit des détections musculaires, soit tout simplement les ondes T sur détection de l'onde T. Alors le problème de ces chocs, même s'ils sont inappropriés, c'est qu'ils sont malheureusement mal ressentis par les patients sur le plan psychologique. Et un exemple dans mon centre, un patient qui avait une sonde, une sonde qui s'est cassée il y a 3-4 ans, c'était une prévention secondaire. Il a reçu 40 chocs en quelques minutes, il n'était pas sous télécardiologie, et il ne voulait plus du tout de défibrillateur, bien sûr, après. Il a dit c'était tellement douloureux à vivre que je ne veux plus de défibrillateur. Et donc, ayant parlé avec lui de la nécessité de ce défibrillateur, comme c'était en prévention secondaire, en lui ayant proposé la télécardiologie, il a accepté cela, et ça fait 3 ans qu'il le vit sans aucun problème. Donc, il y a un tournant psychologique pour le patient quand le choc arrive, qu'il soit approprié ou pas. Et puis surtout, on parle aussi de surmortalité chez les gens, qu'ils aient des chocs appropriés ou inappropriés. Et cette méta-analyse canadienne, qui a été publiée récemment, en 2013, reprend un petit peu les études et regarde un petit peu quels sont les facteurs ou les paramètres prédicteurs de mortalité chez les porteurs de défibrillateurs, donc qui ont une insuffisance cardiaque et qui ont un défibrillateur. Et sur ce tableau qui est un petit peu petit à lire de loin, on a l'âge, en particulier ici les plus de 75 ans, donc un des éléments qu'il faut prendre en compte quand on décide d'implanter un défibrillateur. Il y a l'insuffisance rénale, c'est un élément de mortalité aussi, donc quand il y a un insuffisance rénale, on sait que maintenant c'est un facteur de gravité et de mauvais pronostic, donc il faut se poser la question de l'utilité d'un défibrillateur chez ces patients. Les autres comorbidités, en particulier le diabète, l'insuffisance respiratoire, et puis la classe 4 de la NYHA, donc il ne faut pas implanter un défibrillateur à un patient qui est en classe 4, il faut attendre qu'il soit amélioré par le traitement, qu'il soit stabilisé avant de décider de lui implanter un défibrillateur. Et puis ce qui est encadré en rouge là, c'est les chocs. Des chocs inappropriés, des chocs appropriés, les deux. Et donc vous voyez que là aussi il y a une surmortalité, plus particulièrement quand il y a des chocs appropriés, mais également quand il y a des chocs inappropriés. Pourquoi? Probablement les chocs inappropriés ont un effet délétère sur un cœur qui n'est pas tout à fait normal. Et puis, les chocs, quand ils surviennent sur des fibrillations atriales ou sur des tachycardies ventriculaires, c'est peut-être un signe aussi que la cardiopathie est en train d'évoluer et qu'on arrive à un moment où la cardiopathie devient sévère. Et effectivement, les études qui ont évalué la mortalité après la survenue de soit
ATP soit choc, il y a plus de mortalité quand il y a une fibrillation ventriculaire, et ce décès est essentiellement lié à l'insuffisance cardiaque. C'est un signe donc que la cardiomyopathie a vraiment évolué et que le patient est en insuffisance cardiaque terminale. Là aussi, une autre étude qui montre que lorsqu'on a un choc, plus d'un choc approprié contre pas de choc du tout, la mortalité augmente de l'ordre de 5 ici, multiplié par 5. Ici, quand il y a plus d'un choc inapproprié par rapport à un pas d'approprié, donc la mortalité est moindre. Et quand il y a les deux, vous voyez que la mortalité est multipliée par 11. Donc c'est un élément qui est un tournant pour le patient, à la fois sur le plan psychologique et aussi pour son pronostic. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que les chocs sont tous délétères, mais ça veut dire effectivement qu'il y a une évolution de sa cardiopathie. Un dernier élément aussi sur le plan des études qui ont montré l'effet sur la mortalité de la survenue d'un choc. Ici, c'est l'étude altitude, qui est un registre en fait chez les patients donc, qui ont eu des chocs soit sur des tachycardies sinusales, ici en jaune, sur des bruits en orange, sur des flotteurs ou des fibrillations atriales en bleu, et sur de la fibrillation ventriculaire ou de la tachycardie ventriculaire. Vous voyez que la mortalité est plus importante quand on a un choc sur une FA ou sur un trouble du rythme ventriculaire, et moindre quand il s'agit d'un choc inapproprié sur une tachycardie sinusale ou sur un bruit. Ça reprend un peu la même chose ici. Vous voyez qu'il n'y a pas d'augmentation de la mortalité quand le patient a eu un choc pour une tachycardie sinusale ou un bruit, alors que la mortalité augmente quand il s'agit de fibrillation atriale ou de troubles du rythme ventriculaire, quel que soit d'ailleurs le trouble du rythme ventriculaire, qu'il soit une TV monomorphe, polymorphe, tachycardie non soutenue. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer d'améliorer ça pour éviter que le patient n'ait pas de choc, qu'il soit approprié ou inapproprié. Et il y a différents éléments maintenant qui nous permettent de le faire. Bien sûr, il faut d'abord bien sélectionner les patients. On en a parlé tout à l'heure, on en parle maintenant aussi. Dans les indications et dans les recommandations, le stade 4 n'est pas une bonne indication pour un défibrillateur d'emblée. Il faut d'abord l'améliorer sur le plan clinique avant de l'implanter d'un défibrillateur une fois qu'il est stabilisé. Deuxièmement, quand on implante par exemple un jeune qui va avoir des fois de l'activité physique qui va accélérer son rythme cardiaque, il va falloir bien le programmer son défibrillateur. Et certains disent aussi que chez les patients qui font de la fibrillation atriale, il vaut mieux implanter un double chambre qu'un monochambre, puisque le double chambre va permettre de mieux détecter l'oreillette, de mieux détecter les tachycardies sinusales et évitera un certain nombre de chocs inappropriés. Le problème, c'est que les avis sont très partagés, il n'y a pas de données claires dans la littérature. Il faut savoir que le dispositif est donc généralement plus cher puisqu'il s'agit d'un double chambre. Il faut une sonde supplémentaire et généralement une sonde supplémentaire c'est plus de complications et on préfère, et pas mal de centres préfèrent encore implanter un défibrillateur VVI quitte à ne programmer qu'une seule zone de fibrillation ventriculaire au-delà de 230 par minute et éviter les chocs inappropriés plutôt qu'un double chambre qui permet de discriminer les tachycardies supraventriculaires des ventriculaires. Et de plus en plus, depuis ces dernières années, on a vu apparaître des études montrant qu'on pouvait faire des ATP pendant la charge et avant le choc, et ça permet d'arrêter pas mal de tachycardie. Il y a des ATP aussi dans les zones de tachycardie ventriculaire qui arrêtent beaucoup de tachycardie, donc qui évitent d'aller jusqu'au choc électrique. Des améliorations des algorithmes de discrimination, donc en bien évaluant le mode de démarrage de tachycardie, la stabilité de la tachycardie, la morphologie de l'endocavitaire, de la tachycardie détectée en endocavitaire par le défibrillateur, et donc c'est à adapter aux patients. Tout dernièrement, les 2 dernières années, il y a eu aussi un réveil des Américains qui disent maintenant qu'il faut attendre plus longtemps et puis surtout programmer des zones de tachycardie beaucoup plus hautes que ce qu'ils programmaient avant. Et le choix des fenêtres donc, de fréquence de TV et V élevée commence à devenir maintenant quelque chose qui est prouvé. Donc, beaucoup d'éléments qu'on peut utiliser, beaucoup d'études qui ont montré leur efficacité. Les ATP, c'est efficace. La discrimination des troubles du rythme supraventriculaire, les différents algorithmes. L'ATP pendant la charge d'une fibrillation ventriculaire, ça marche, on verra dans pas mal de pourcents de cas. La stratégie de programmation du patient en fonction au cas par cas. Et puis, le traitement retardé, ne pas aller tout de suite choquer un patient dès qu'il a une fibrillation, mais attendre un petit peu. Vous savez qu'il y a quelques fibrillations ventriculaires qui s'arrêtent spontanément. Ce n'est pas nécessairement l'équivalent d'un arrêt cardiaque ou d'une mort subite. Une fibrillation ventriculaire, ça peut durer quelques secondes. Alors, parmi les algorithmes qui sont utilisés chez Medtronic, la technologie Smart Shock permet pas mal d'éléments.
ce qu'on appelle le wavelet et pair logique, qui permettent de discriminer, en particulier avec des défibrillateurs double chambre ou des CRT, la tachycardie supraventriculaire par rapport à la tachycardie ventriculaire ou la fibrillation ventriculaire, lorsque la tachycardie supraventriculaire arrive dans la zone de tachycardie ventriculaire. Une meilleure discrimination de l'onde T en utilisant des fréquences différentes donc de discrimination du QRS par rapport à l'onde T. La discrimination du bruit aussi, pareil, par la reconnaissance donc rapide de ce bruit avant que, la tachycardie ne soit à ce moment-là détectée et qu'il y ait un choc inapproprié. Les alertes pour intégrité de la sonde, ça c'est depuis qu'il y a eu des problèmes avec Sprint Fidelis en particulier, que ça s'est développé, et donc un bruit peut avertir le patient que sa sonde pose problème, et il peut aller à ce moment-là au centre implanteur pour vérifier l'intégrité de la sonde. Et enfin, la confirmation à l'arrêt de la tachycardie que le rythme a été bien reconnu et bien arrêté par l'algorithme. Et bien ces algorithmes ont été évalués par l'étude Pain Free SST qui a été présentée à HRS en 2013. L'objectif de cette étude, donc là c'était chez des patients qui avaient un défibrillateur soit double chambre, soit triple chambre. Il y a eu aussi la même chose chez les simples chambres. Je vous montrerai surtout les résultats des doubles et triples, mais c'est équivalent dans les simples chambres. Donc évaluer qu'on avait moins de chocs inappropriés lorsqu'on utilisait ces différents algorithmes donc, de protection finalement du patient contre les chocs. Et donc tous ces algorithmes étaient mis en place dans cette étude. Le délai, donc l'ATV était programmé donc à partir de 320 millisecondes, ce qui correspond à peu près, je pense, à 180 par minute. Il y avait donc à peu près 1300 patients, des doubles chambres et des triples chambres, des hommes majoritairement, et c'était de la prévention à la fois primaire et secondaire, avec des cardiopathies ischémiques et des cardiopathies non ischémiques, des patients donc majoritairement donc en dehors de la classe 4. Je suppose que ceux qui étaient en classe 4 avaient eu un CRT. Et vous voyez, l'utilisation de ces algorithmes permet de diminuer donc de façon importante les chocs inappropriés, puisqu'il y avait 98% des patients à 1 an qui n'avaient pas du tout reçu de chocs inappropriés. Lorsqu'on regarde en prévention primaire et secondaire, c'est équivalent, donc ça marche dans les deux cas. Et lorsqu'on regarde l'absence de chocs inappropriés, que ce soit des ATP ou des chocs, avant c'était des chocs surtout, ATP ou chocs, là aussi on a quand même beaucoup moins d'ATP et de chocs, parce que les ATP aussi peuvent des fois aller jusqu'à entraîner une fibrillation ventriculaire et un choc électrique, donc là aussi c'est efficace. Et enfin, l'absence de chocs appropriés et inappropriés, donc 85% des cas à 1 an. Donc ce sont des algorithmes qui évoluent, qui permettent d'éviter des mauvaises reconnaissances de tachycardie supraventriculaire, de bruit, et qui permettent de protéger le patient, en particulier contre les chocs inappropriés. Avant cette étude, il y avait aussi Pain Free 2, qui avait montré que la stimulation par ATP pendant la charge pour un choc électrique, pour une fibrillation ventriculaire, diminuait l'importance, le nombre de chocs, et en particulier ici, si vous regardez ce camembert, l'ATP était efficace dans 72% des cas avant que le choc ne soit délivré. Donc on peut arrêter des tachycardies dans la zone FV avant que le choc ne soit délivré, comme ici l'exemple, donc la tachycardie qui a démarré, l'ATP qui l'arrête et le patient revient en rythme sinusal. Alors maintenant, en dehors de ces problèmes de modification de la discrimination, d'amélioration de la discrimination, il y a le fait de prolonger le temps de reconnaissance et d'augmenter les fréquences des tachycardies à partir desquelles il faut que les appareils interviennent. Alors il y a plusieurs études. Ici, le registre Altitude Reduce, qui a été publié en 2011. Cette étude a comparé différents types de programmation avec des zones à moins de 170 par minute, des zones entre 170 et 200, des zones au-delà de 200. Et quand on compare ces différentes programmations avec ici 3 ans de suivi, vous voyez que lorsqu'on programme des zones de tachycardie plus élevées, on a moins de chocs appropriés et inappropriés. Donc on laisse le temps à la tachycardie de s'arrêter toute seule avant de délivrer un choc, et ça permet d'éviter ce tournoi-là.
Deuxième étude qui a aussi fait du bruit en 2012, donc Maditrit, qui a comparé la programmation conventionnelle des défibrillateurs à l'américaine, la programmation en thérapie à fréquence rapide, donc pour des fréquences supérieures à 200 par minute, avec 2,5 secondes de délai avant l'initiation de la thérapie, et puis une zone avec des délais plus longs. Vous voyez, 60 secondes si la tachycardie est entre 170 et 200 par minute, 12 secondes entre 200 et 249, et puis 2 secondes et demie lorsque la tachycardie est supérieure à 250 par minute. Donc là, on arrive à des zones quand même relativement dangereuses. Et cette étude donc montre qu'il y a plus de chocs de thérapie inappropriés lorsqu'on met le défibrillateur en thérapie conventionnelle contre thérapie donc, retardée, en augmentant le temps de reconnaissance de la tachycardie, ou en augmentant simplement les fréquences des tachycardies. Donc il vaut mieux maintenant de plus en plus régler des délais de reconnaissance plus tardifs et des fréquences de reconnaissance plus élevées. Bien sûr, ça sera adapté aux patients aussi. Il y a des patients qui ont des tachycardies plus lentes des fois, donc il faut voir ça. Mais on verra aussi que dans des tachycardies lentes, il y a aussi l'ablation qui peut permettre d'aider certaines situations. Par contre, il n'y a pas d'effet sur la mortalité, donc le fait d'attendre avant d'arrêter une tachycardie, on n'augmente pas la mortalité pour autant. Une autre étude, donc l'étude ADVANCE 3, et celle-là a essayé de comparer deux types de traitements. Alors c'est une étude qui a randomisé donc 1900 patients, 950 dans chaque bras. Alors il y a un bras avec une détection longue de la tachycardie, donc 30 intervalles sur 40 qui vont être reconnus comme tachycardie avant de commencer les thérapeutiques, et puis la détection standard, c'est-à-dire 18 sur 24 intervalles qui vont être dans la zone de tachycardie. Et vous voyez qu'ici, le nombre d'ATP et de chocs a été nettement réduit dans les intervalles longs de détection, et les chocs seuls un peu moins, c'est moins significatif d'ailleurs, ça n'est pas significatif statistiquement. Les ATP ont été réduits de façon importante aussi. Donc là aussi, quand on laisse le temps à l'appareil de détecter la tachycardie, on a moins de chocs et moins d'ATP, surtout moins d'ATP. Et puis, donc ici on a la probabilité de choc inapproprié ici. Donc on a dit que c'était moins significatif. Là c'était les deux, ATP et choc, c'était plus significatif. Donc voilà pour ce qui est de la programmation des défibrillateurs, le mode de reconnaissance des tachycardies, les algorithmes de discrimination, les ATP qui sont de plus en plus utilisés, qui vont permettre de réduire de façon importante les chocs appropriés et inappropriés. Vous savez aussi que la télécardiologie maintenant, je ne sais pas si vous l'utilisez en Tunisie, en France, enfin en tout cas dans mon centre à Brest, chaque patient qui a un défibrillateur sort avec la télécardiologie maintenant, quelle que soit la marque de son défibrillateur. Et nous avons des infirmiers qui suivent les alertes de ces patients, qui les suivent de façon quotidienne. Et nous avons aussi des consultations virtuelles maintenant. Au lieu de voir les patients tous les 6 mois en consultation physique, je les vois une fois par an et j'alterne avec une consultation virtuelle où je vais vérifier tout ce qui se passe au niveau du défibrillateur sans faire venir le patient jusqu'au centre. Ça permet de faire des économies, en tout cas au niveau du transport. Voilà par exemple un patient que j'avais implanté la première fois pour un Brugada il y a 10 ans. Au bout de 5 ans, son défibrillateur, donc, bien sûr, est usé. Il faut le changer. Je le change. Et malheureusement, donc, il était inclus dans l'étude ICOST. Vous savez, c'est l'étude qui a vérifié l'intérêt de la télécardiologie avec les défibrillateurs. Et donc, il était dans le bras où je ne pouvais pas recevoir d'alerte de la télécardiologie. Malheureusement, sa sonde s'est cassée. Il y avait, bien sûr, des mauvaises détections donc, de bruit externe. Et comme vous voyez ici, donc vous n'arrivez peut-être pas à lire, là c'était le 22 avril 2007 et là c'était le 22 mai 2007. Vous voyez le nombre de chocs, de charges, décharges du défibrillateur qui ont fait que le défibrillateur s'est usé en 3 mois. Je l'aurais vu en télécardiologie, je l'aurais reconnu tout de suite ici, à ce moment-là j'aurais changé la sonde, mais là le patient, j'étais aveugle par rapport à ce qui se passait parce qu'il était dans le protocole d'étude, et bien son défibrillateur s'est usé en 3 mois. Alors heureusement pour lui que ça n'est pas allé jusqu'au choc, il n'a pas reçu beaucoup de chocs ici, il a reçu un choc ici, ce qui l'a amené à me voir, et c'est là qu'on a constaté que son défibrillateur était usé. Donc premier intérêt de la télécardiologie,
Et on sait maintenant que malheureusement les sondes, comme pour la sonde de stimulation, la sonde de défibrillateur, avec le temps, il y aura de toute façon des défaillances de sondes. Et même les nouvelles sondes, certaines sont défaillantes. Alors je parlais tout à l'heure de Fidelis, il y a aussi la sonde Riata. Là c'est un cas récent dans le service de sonde de Riata qui s'est, vous voyez l'isolant qui s'est abîmé. Et le patient a eu des problèmes de détection. Et ces problèmes de détection, et aussi l'augmentation de l'impédance ici, ces problèmes de détection ont été à l'origine de plusieurs chocs électriques, comme vous voyez ici, à 34 joules, qui ont amené à le voir et puis à changer sa sonde de défibrillation. Ça, c'est un autre type de bruit qu'on va avoir aussi, plutôt lié à une rupture d'isolant, et qui peuvent être à l'origine aussi donc, de chocs inappropriés. Eh bien, l'étude ICOST qui a comparé la télécardiologie au suivi standard des défibrillateurs montre que lorsqu'on suit les patients par télécardiologie, on arrive à réduire de 52% le nombre de patients qui ont des chocs inappropriés, donc de façon très significative, très importante, et 72% du risque d'hospitalisation. Si on regarde le nombre de chocs chargés, vous voyez que ça s'est réduit de façon significative, 76% de réduction. Si on raisonne en choc délivré, il y a 70% de chocs en moins. Et plus récemment, à l'HRS, au mois de mai dernier, il y a eu 2 registres un grand nombre de patients américains qui ont montré que non seulement on diminue les chocs inappropriés, mais on diminue aussi la mortalité des patients en les suivant par télécardiologie. Donc un autre progrès pour mieux suivre les dispositifs implantables, en particulier les défibrillateurs. Donc tout ça c'était technique. Maintenant on revient peut-être aussi au médical, au traitement médical, et vous savez que les bêta-bloqueurs et les amiodarone sont des médicaments qu'on va utiliser souvent au cours du suivi des patients qui ont les défibrillateurs. Les bêta-bloquants c'est quasiment tout le temps. L'amiodarone on va l'utiliser lorsque le patient va commencer à avoir des troubles du rythme ventriculaire. Et l'étude optique qui a été publiée en 2006, qui avait comparé les bêta-bloquants seuls, amiodarone et bêta-bloquants et sotalol, a montré que sous amiodarone et bêta-bloquants, on avait moins de troubles du rythme ventriculaire, donc moins de chocs chez ces patients-là que chez les patients avec du sotalol seul ou des bêta-bloquants seuls. Donc là aussi, il arrive un moment où le patient va être mis sous une association d'antiarythmiques, les bêta-bloquants et l'amiodarone, pour essayer d'éviter les récidives de troubles du rythme ventriculaire qui vont être à l'origine de chocs. Et enfin, l'ablation aussi à sa place maintenant. Le défibrillateur a fait venir une nouvelle pathologie finalement dans les services qui suivent les patients qui ont des défibrillateurs. Ce sont les tachycardies ventriculaires qui vont récidiver, malgré le traitement antiarythmique. Ça va être souvent des tachycardies ventriculaires plutôt lentes, entre 100 et 150 par minute, souvent bien tolérées par les patients, donc ce qui va permettre de faire l'ablation chez ces patients-là. Et cette étude, donc SMASH-VT, qui a été publiée en 2007, montre en particulier. Donc voilà, ce n'est pas des groupes importants, hein, c'est 64 patients dans chaque groupe. C'était des patients en particulier avec des cardiopathies ischémiques. L'ablation a eu lieu en rythme sinusal, pas en tachycardie ventriculaire, puisque ça peut ne pas être bien toléré par le patient. Donc l'ablation a eu lieu au niveau de la zone de scar, de cicatrice de l'infarctus. Et vous voyez que les patients qui avaient eu l'ablation et les contrôles, il y avait moins de chocs chez les patients qui ont eu de l'ablation par rapport au contrôle, il y a une différence à peu près de 20% donc, en nombre de chocs avec un suivi de 24 mois, sans modification de la mortalité et sans modification de la fraction d'éjection chez les patients qui ont eu des ablations, donc que ce soit au départ une fraction d'éjection inférieure à 30% ou inférieure à 20%, et là c'est tous les patients. Donc l'ablation peut aussi diminuer le nombre de chocs sans aggraver le pronostic du patient, à condition d'être un centre qui s'y connaît en ablation de tachycardie ventriculaire, bien sûr. Voilà, donc pour conclure, le défibrillateur, bien sûr, diminue le risque de mort subite, mais il faut bien sélectionner les patients à haut risque avant de décider l'implantation du défibrillateur, parce que c'est quelque chose qui peut avoir après des conséquences, une pathologie un petit peu particulière qui va avoir des conséquences psychologiques sur le patient, puisque le choc électrique, qu'il soit approprié ou inapproprié, semble prédictif d'une surmortalité et aura surtout des conséquences psychologiques sur le patient. Donc il faut bien programmer les défibrillateurs, les suivre par télécardiologie. On ne conçoit plus maintenant de pouvoir ne pas suivre un patient
par télécardiologie. Il y a une étude actuellement avec une des marques de défibrillateurs qui compare la télécardiologie à pas de cardiologie chez des insuffisants cardiaques. Il y a 2 de mes collègues du service qui n'ont pas voulu faire l'étude parce qu'ils ne conçoivent pas ne pas pouvoir suivre les patients avec la télécardiologie. Bon, c'est un peu exagéré, mais on peut penser à ça maintenant. Donc ça diminue de façon significative les chocs, on a vu, de l'ordre de 50% des patients. Le traitement pharmacologique, il ne faut pas l'oublier. L'ablation des tachycardies récidivantes, bien sûr, sont aussi des possibilités supplémentaires pour contrôler ces troubles du rythme responsables de chocs. Je vous remercie.